En hiver 1943, dans les steppes glacées de l'Union soviétique, un monstre d'acier émergea des usines de Tcheliabinsk. Avec un canon de 152 mm capable d'arracher la tourelle d'un Tiger allemand en un seul tir, l'ISU-152 reçut le surnom qui ferait trembler la Wehrmacht, Zveroboï, le chasseur de bêtes. Mais quel était le secret derrière ce destructeur soviétique capable de fendre les tanks allemands en deux? L'été 1943 marqua un tournant décisif sur le front de l'Est. Après la bataille de Koursk, la plus grande confrontation de blindés de l'histoire, l'armée rouge fit face à une réalité brutale. Les nouveaux chars lourds allemands, les Tiger et les Panthers, dominaient le champ de bataille. Les canons anti-chars soviétiques de 76 mm rebondissaient sur leurs blindages épais comme des cailloux sur une forteresse. Dans les bureaux d'études de l'usine de Tcheliabinsk, surnommée Tankograd, l'ingénieur en chef, Joseph Kotin, reçut un ordre impératif du comité de défense de l'État, concevoir un destructeur de chars capable de neutraliser les panthères d'acier allemandes. Le prototype initial, le SU-152, monté sur le châssis du char lourd KV-1, avait montré des résultats prometteurs. Son canon obusier ML-20S de 152,4 mm pouvait détruire n'importe quel blindé allemand, mais le châssis KV-1 était obsolète et trop vulnérable. En juillet 1943, Kotin proposa une solution audacieuse, monter le même canon dévastateur sur le nouveau châssis du char lourd IS, plus moderne et mieux protégé. Le projet fut approuvé en novembre 1943 sous la désignation ISU-152, où ISU signifiait Istribitiel Samokotnaya Ustanovka, installation automotrice de destruction. Les spécifications techniques impressionnaient même les concepteurs. 46 tonnes de métal blindé propulsé par un moteur diesel V2-IS de 520 chevaux. Le blindage frontal atteignait 90 mm d'épaisseur, incliné pour maximiser la protection. La casemate fermée protégeait l'équipage de 4 à 5 hommes des éclats d'obus et des tirs de mitrailleuses. Mais l'élément le plus terrifiant restait ce canon ML-20S capable de projeter un obus explosif de 43,56 kg à une vitesse initiale de 600 mètres par seconde, ou un projectile perforant de 48,78 kg pour les cibles les plus coriaces. Le premier prototype sortit de l'usine le 25 octobre 1943 sous une fine couche de neige précoce. Les tests d'artillerie menés en novembre 1943 sur le polygone de Gorokovets révélèrent des capacités dépassant toutes les attentes. À 1500 mètres, l'obus perforant BR-540 traversait 124 mm de blindage vertical. Mais plus impressionnant encore, l'obus explosif OF-540, rempli de 6 kg de TNT, créait une onde de choc si puissante qu'elle pouvait arracher la tourelle d'un Tiger même sans pénétration complète. Les soudures se rompaient, les joints éclataient et l'équipage était tué par la surpression. Les officiers présents aux essais comprirent immédiatement qu'ils tenaient dans leurs mains une arme révolutionnaire. La production en série fut autorisée le 6 novembre 1943 et les premières unités sortirent des chaînes de montage. Cependant, la puissance avait un prix. L'ISU-152 ne pouvait transporter que 20 munitions dans ses compartiments internes, un nombre dérisoire pour un engagement prolongé. La cadence de tir était lente, environ 2 à 3 coups par minute, car chaque obus devait être chargé manuellement par 2 servants dans un espace confiné de la casemate. Le recul violent du canon faisait vibrer toute la structure, et après chaque tir, une fumée âcre envahissait l'habitacle, malgré le système de ventilation. Mais dans l'urgence de 1943, ces compromis étaient acceptables. L'armée rouge avait besoin d'un marteau capable de briser l'enclume allemande et l'ISU-152 était exactement cela. Si vous découvrez cette histoire fascinante, laissez un commentaire avec le mot Zveroboï et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour plus de récits extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas de liker cette vidéo.
Pour comprendre pourquoi l'ISU-152 terrorisait les équipages allemands, il faut plonger dans les détails techniques de cette machine de guerre. Le cœur de ce destructeur était son canon obusier ML-20S, une version modifiée du célèbre obusier de campagne soviétique ML-20. Avec un calibre de 152,4 mm et une longueur de tube de 4,9 mètres, cette pièce d'artillerie avait été conçue à l'origine pour bombarder des positions fortifiées à longue distance. L'adapter à un châssis mobile représentait un défi d'ingénierie considérable, car le recul générait une force capable de déstabiliser le véhicule entier. Les ingénieurs soviétiques installèrent un système de récupérateur hydraulique sophistiqué pour absorber l'énergie du recul. Malgré cela, après chaque tir, l'ISU-152 reculait de quelques centimètres, créant des nuages de poussière et obligeant le conducteur à repositionner le véhicule. Le tireur, assis à gauche du canon, disposait d'un télescope panoramique ST-10 pour viser, mais la précision restait relative au-delà de 1000 mètres. L'ISU-152 n'était pas un tireur d'élite, c'était un démolisseur. Sa doctrine d'emploi reflétait cette philosophie. Se rapprocher à 800 à 1200 mètres, tirer le premier coup dévastateur, puis se repositionner avant que l'ennemi ne riposte. La variation de munitions rendait l'ISU-152 polyvalent. L'obus explosif OF-540, le plus utilisé, contenait 5,9 kg d'explosifs TNT. Au contact, il générait une explosion équivalente à une petite bombe, capable de détruire un bunker en béton, de pulvériser un bâtiment ou de transformer un char moyen en épave fumante. L'obus perforant BR-540, pesant près de 49 kg, était réservé aux cibles les plus lourdement blindées, comme les Tiger II ou les Jack Tiger. Avec sa pointe en acier hardi et son noyau pénétrant, il pouvait perforer 124 mm de blindage vertical à 1500 mètres. L'armée rouge disposait aussi d'obus à fragmentation G530 pour engager l'infanterie ennemie et les positions légèrement protégées. La comparaison avec les chasseurs de chars allemands était inévitable. Le Jagdpanther allemand, armé d'un canon de 88 mm, était plus précis et plus rapide, mais son obus pesait seulement 10 kg contre 43 pour l'ISU-152. Le Ferdinand, avec son canon de 88 mm long et son blindage de 200 mm, était une forteresse mobile, mais sa production était limitée à 91 exemplaires. Les soviétiques avaient choisi la quantité et la puissance brute plutôt que la sophistication technique. L'équipage de l'ISU-152 travaillait dans un environnement extrêmement exigu et éprouvant. Le commandant, situé à droite de la casemate, coordonnait les actions tout en surveillant le champ de bataille par une coupole rotative. Le tireur ajustait la visée avec des manivelles mécaniques, un processus lent et laborieux. Le chargeur, assisté d'un servant, manipulait des obus de 50 kg dans un espace où on pouvait à peine se tenir debout. Le conducteur, isolé à l'avant, pilotait à l'aveugle pendant les combats, guidé uniquement par les instructions radio. En été, la température intérieure pouvait atteindre 50 degrés Celsius et en hiver, malgré le moteur diesel qui chauffait l'habitacle, l'humidité gelait sur les parois métalliques. Mais dans l'urgence de 1943, ces compromis étaient acceptables. L'armée rouge avait besoin d'un marteau capable de briser l'enclume allemande et l'ISU-152 était exactement cela. Le surnom Zveroboy, le chasseur de bêtes, ne fut pas une invention de la propagande soviétique, mais un titre gagné dans le feu de l'action. Ce nom avait d'abord été donné au Su-152, le prédécesseur de l'ISU-152, après que plusieurs de ces engins eurent détruit des Tigers et des Ferdinand pendant la bataille de Koursk en juillet 1943. Lorsque l'ISU-152 entra en service en janvier 1944, il hérita naturellement de cette réputation terrifiante. Les tankistes allemands, habituellement confiants dans la supériorité de leurs blindés, développèrent une peur viscérale de ces monstres soviétiques embusqués dans les ruines et les forêts. Les rapports de combat documentent des cas stupéfiants de destruction. En février 1944, près de Korsoun-Cherkassy, en Ukraine, un ISU-152 du 1502e régiment de canons d'assaut automoteurs engagea une colonne de Panthers à 900 mètres. Le premier obus OF-540 frappa la tourelle d'un Panther en plein centre. L'explosion arracha littéralement la tourelle de 50 tonnes de ses supports, la projetant 3 mètres en arrière.
L'équipage allemand fut tué instantanément, non pas par la pénétration, mais par l'onde de choc qui transforma l'intérieur du char en chambre de compression mortelle. Les autres Panthers tentèrent de riposter, mais avant qu'ils n'ajustent leur tir, l'ISU 152 avait déjà reculé derrière un talus. La physique derrière cette dévastation était brutale, mais efficace. Lorsqu'un obus de 43 kg frappait un blindage à 600 mètres par seconde, même sans pénétration complète, l'énergie cinétique devait se dissiper quelque part. 6 kg de TNT explosant au contact créaient une pression de plusieurs milliers d'atmosphères. Les rivets sautaient, les soudures se fissuraient, les joints éclataient. À l'intérieur, les membres d'équipage subissaient des traumatismes internes fatals. Les témoignages de survivants allemands décrivent des scènes cauchemardesques, des tourelles arrachées comme des couvercles de boîtes de conserve, des châssis fendus en deux, des équipages retrouvés morts sans trace visible de blessures externes. Vous êtes fasciné par ces révélations? Alors restez jusqu'à la fin de ce documentaire, car nous allons révéler comment l'ISU 152 a participé à la chute de Berlin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à l'énigme militaire. Les tactiques d'emploi de l'ISU 152 maximisaient ses forces tout en minimisant ses faiblesses. Les commandants soviétiques déployaient ces destructeurs par groupes de 1 à 2 véhicules, toujours accompagnés d'infanterie et parfois de chars T-34 pour la protection rapprochée. Leur doctrine était simple: identifier une position défensive, s'approcher à couvert jusqu'à 800-1200 mètres, tirer 1 ou 2 coups dévastateurs, puis se retirer immédiatement. L'ISU 152 n'engageait jamais de duel prolongé car sa cadence de tir lente le rendait vulnérable aux ripostilles. Mais ce premier coup, quand il atteignait sa cible, était presque toujours fatal. Les limites de l'ISU 152 étaient néanmoins évidentes pour ceux qui le pilotaient. À courte portée, face à un Tiger ou un Jagd Panther bien positionné, l'affrontement pouvait tourner en faveur de l'Allemand. Le canon de 88 mm long allemand pouvait perforer le blindage frontal de l'ISU 152 à 1500 mètres, avant même que le destructeur soviétique n'arrive à portée efficace. La précision médiocre du ML-20S signifiait que le premier coup soviétique pouvait maquer sa cible, donnant à l'ennemi le temps de riposter. En terrain ouvert, sans possibilité d'embuscade, l'ISU 152 était désavantagé. Mais dans les forêts denses de Biélorussie, dans les ruines des villes ukrainiennes et plus tard dans les décombres de Berlin, le chasseur de bêtes régnait en maître. Les récits de tankistes soviétiques révèlent une fierté mêlée de respect pour leurs machines. Vladimir Alexeïev, commandant d'ISU 152, témoigna après-guerre « Chaque fois que nous tirions, le monde tremblait. L'ennemi savait qu'un Zveroboy était là et cela changeait tout. Il ne chargeait plus avec la même arrogance. » Cette dimension psychologique était peut-être l'arme la plus puissante de l'ISU 152. La simple présence de ces destructeurs sur un secteur du front suffisait parfois à dissuader les contre-attaques allemandes. Les Panthers et les Tigers, habitués à dominer le champ de bataille, découvraient qu'ils n'étaient plus les prédateurs suprêmes. Un nouveau chasseur rôdait dans les steppes. L'ISU 152 connut son baptême de feu massif lors de l'opération Bagration, lancée le 23 juin 1944, exactement 3 ans après l'invasion allemande de l'Union soviétique. Cette offensive titanique, visant à libérer la Biélorussie, mobilisa 2,3 millions de soldats soviétiques et constitua l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Les régiments d'ISU 152 furent assignés aux armées de choc avec pour mission de briser les lignes fortifiées allemandes et de neutraliser les contre-attaques blindées. Dans les forêts marécageuses de Biélorussie, où les routes étaient rares et les embuscades fréquentes, le chasseur de bêtes trouva son terrain idéal. À Vitebsk, Moguiliov et Minsk, les ISU 152 pilonnèrent méthodiquement les positions défensives allemandes. Leurs obus explosifs pulvérisaient les bunkers de concret que les canons de chars ordinaires ne pouvaient qu'égratigner. Dans la poche de Minsk, où 100 000 soldats allemands furent encerclés, les ISU 152 formèrent une barrière d'acier inenfranchissable. Chaque tentative de percée allemande se heurtait à un déluge de feu. À la fin de juillet 1944, le groupe d'armées centre-allemand avait cessé d'exister, et l'ISU 152 avait prouvé sa valeur stratégique. La production s'accéléra. En 1944, les fabriques de Tcheliabinsk produisirent 1300 exemplaires. L'automne 1944 vit l'ISU 152 s'enfoncer en Europe centrale. Lors du siège de Budapest, entre décembre et février 1945, ces destructeurs excellèrent dans le combat urbain, un rôle pour lequel ils n'avaient pas été initialement conçus. Budapest, avec ses bâtiments austro-hongrois massifs, ses rues étroites et ses défenses improvisées, devint un cauchemar pour les attaquants.
Mais l'ISU-152 transformait ce cauchemar en avantage tactique. Un seul obus explosif pouvait effondrer un immeuble entier, ensevelissant les défenseurs allemands et hongrois. Les canons Panzerfaust, terreur des chars moyens dans les combats rapprochés, étaient inefficaces contre le blindage frontal de l'ISU-152. Les fantassins soviétiques apprirent à se déplacer dans le sillage de ces géants d'acier, utilisant leur puissance de feu pour nettoyer chaque pâté de bloc. Le siège de Königsberg, en avril 1945, illustra une autre facette de l'ISU-152. Cette ancienne cité prussienne, transformée en forteresse par les Allemands, disposait de fortifications datant du XVIIIe siècle, renforcées par des bunkers modernes en béton armé. Les canons classiques rebondissaient sur ces murs épais de 2 mètres. L'Armée rouge déploya 538 pièces d'artillerie lourde, dont plusieurs dizaines d'ISU-152. Positionnés à 600-800 mètres des fortifications, ils tirèrent méthodiquement, transformant pierre et béton en gravats. Le fort numéro 5, considéré imprenable, s'effondra après 40 coups directs d'ISU-152. Königsberg capitula le 9 avril, ouvrant la route vers Berlin. L'assaut final sur Berlin, débuté le 16 avril 1945, constitua l'apogée opérationnel de l'ISU-152. La capitale du Reich était devenue un labyrinthe de barricades, de positions anti-chars et de nids de résistance. Chaque carrefour était une bataille. Les ISU-152 des 1re et 2e armées de choc de garde avancèrent méthodiquement, appuyant l'infanterie rue par rue. Au Reichstag, plusieurs ISU-152 pilonnèrent le bâtiment, affaiblissant ses défenses avant l'assaut final. Lorsque le drapeau rouge fut hissé sur le toit le 30 avril 1945, des ISU-152 montaient encore la garde dans les décombres alentours. Les statistiques finales impressionnent par leur ampleur. Entre 1943 et la fin de la guerre, 1885 ISU-152 furent livrés aux unités combattantes. La production continua jusqu'en 1947, atteignant 3242 exemplaires au total. Les pertes furent significatives, environ 40% des véhicules produits, mais cela reflétait leur emploi intensif en première ligne plutôt qu'une vulnérabilité particulière. Les équipages d'ISU-152 furent décorés de 16 titres de héros de l'Union soviétique, reconnaissance rare pour des servants d'artillerie automotrice. Le chasseur de bêtes avait non seulement survécu à la guerre, mais il avait contribué de manière décisive à la victoire soviétique sur le front de l'Est jusqu'à l'Elbe. La fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945, ne marqua pas la retraite de l'ISU-152. Au contraire, ce destructeur entra dans une seconde carrière qui dura 3 décennies supplémentaires. L'armée soviétique conserva des centaines d'ISU-152 en service actif jusqu'aux années 1970, les utilisant principalement comme artillerie d'appui pour les divisions de fusiliers motorisés. Leurs canons de 152 mm restaient pertinents dans un contexte où les fortifications et les bunkers constituaient encore des objectifs prioritaires. La robustesse légendaire du châssis IS permettait à ces machines de fonctionner des décennies après leur sortie d'usine, un témoignage de la qualité de l'ingénierie soviétique de guerre. L'exportation de l'ISU-152 vers les alliés du bloc soviétique étendit son influence géographique. L'Égypte reçut plusieurs dizaines d'exemplaires dans les années 1950, qu'elle déploya lors de la crise de Suez en 1956 et des guerres israélo-arabes suivantes. Leur efficacité contre les fortifications du Sinaï fut notée par les observateurs militaires occidentaux. La Chine obtint également des ISU-152, les utilisant pour entraîner ses propres concepteurs de véhicules blindés et influençant le développement des canons d'assaut chinois ultérieurs. La Corée du Nord, l'Irak et la Pologne figuraient aussi parmi les utilisateurs. En Hongrie, lors du soulèvement de 1956, des ISU-152 soviétiques furent déployés dans Budapest. Ironie tragique pour une ville qu'ils avaient contribué à libérer 11 ans plus tôt. Le dernier emploi documenté de l'ISU-152 en situation de combat est stupéfiant par son anachronisme. En 1991, pendant la guerre du Golfe, les forces irakiennes alignaient encore quelques ISU-152 vétérans dans leurs unités de réserve. Face aux Abrams M1A1 américains équipés de blindages composites et de systèmes de visée thermique, ces reliques de 1943 n'avaient aucune chance, mais leur présence témoignait de la longévité exceptionnelle de ce design. Un ISU-152 irakien fut détruit par un missile Hellfire tiré depuis un hélicoptère Apache, clôturant ainsi près de 50 ans d'histoire opérationnelle. Ce destructeur, conçu pour combattre les Tigers, affrontait désormais des hélicoptères d'attaque dans le désert koweïtien.
L'épisode le plus inattendu de la carrière de l'ISU-152 se déroula en 1986, à Tchernobyl. Après l'explosion du réacteur nucléaire, les autorités soviétiques durent démolir des structures dangereusement contaminées autour du site. Les bulldozers et engins de chantier ne pouvaient être utilisés car leurs opérateurs auraient été exposés à des doses létales de radiation. La solution fut d'employer des véhicules blindés télécommandés ou pilotés en courte rotation. Plusieurs ISU-152 retirés du service furent réactivés, leurs canons servant à abattre des cheminées et des sections de bâtiments à distance de sécurité. Ces vétérans de la guerre contre le nazisme livrèrent ainsi un dernier combat, cette fois contre un ennemi invisible. La préservation de l'ISU-152 dans les musées mondiaux assure que les générations futures pourront contempler ce témoin d'acier de la Seconde Guerre mondiale. 108 exemplaires sont actuellement conservés, depuis le musée central des forces armées de Moscou jusqu'au musée des blindés de Saumur en France, en passant par le Tank Museum de Bovington en Angleterre. Certains sont en état de marche, participant à des reconstitutions historiques où leurs canons tonnent à nouveau, rappelant le fracas des batailles passées. D'autres reposent silencieusement dans des parcs commémoratifs en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, monuments à la fois de la violence et de la résilience de l'époque. L'influence technique de l'ISU-152 sur l'artillerie automotrice d'après-guerre fut considérable. Son concept, un gros calibre sur châssis de char lourd pour l'appui-feu direct, fut repris et perfectionné dans les designs ultérieurs comme l'ISU-152 modernisé et les obusiers automoteurs de la famille 2S. Les ingénieurs militaires occidentaux étudièrent attentivement les ISU-152 capturés, inspirant partiellement le développement de canons d'assaut américains et britanniques dans les années 1950. Le surnom Zveroboy, lui-même, entra dans la légende militaire, symbole de la capacité soviétique à produire des armes simples, robustes et redoutablement efficaces. Aujourd'hui, l'ISU-152 incarne cette philosophie de guerre totale qui caractérisa le front de l'Est, où la puissance brute et la détermination triomphèrent finalement à la sophistication technique. L'ISU-152 fut bien plus qu'une machine de guerre. Ce fut la réponse soviétique à la supériorité technologique allemande, prouvant que la force brute combinée à une ingénierie pragmatique pouvait vaincre la précision germanique. Des steppes gelées de 1943 aux ruines fumantes de Berlin en 1945, le chasseur de bêtes laissa une empreinte indélébile dans l'histoire militaire. Son canon de 152 mm ne se contentait pas de détruire des tanks, il brisait la confiance de l'ennemi et ouvrait la route aux armées soviétiques. Quelle est votre opinion sur l'ISU-152 ? Pensez-vous qu'il était supérieur aux chasseurs de tanks allemands ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce documentaire sur le destructeur soviétique qui fendait les tanks allemands en deux, abonnez-vous immédiatement à l'énigme militaire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires sur les armes et stratégies décisives de la Seconde Guerre mondiale. Partagez cette vidéo avec tous les passionnés d'histoire militaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez plus de contenu comme celui-ci.